La réserve des Indiens Crows s'étend sur 930 000 hectares. C'est la réserve la plus grande de l'État du Montana et la 5e plus grande réserve indienne des États-Unis. Je crois qu'il y a environ 8000 personnes qui y vivent à l'année. Plusieurs membres d'une même famille se partagent souvent une maison. Et on voit régulièrement plusieurs générations habiter sous le même toit. Il y a 3 chaînes de montagnes dans la réserve des Crows. Le sol y est extrêmement riche et fertile, ce qui est parfait pour l'agriculture et pour nourrir et élever du bétail. Mais malgré la splendeur du paysage et la beauté des traditions locales, les seules industries présentes là-bas sont l'agriculture et l'élevage de bétail. Il y a beaucoup de pauvreté et les habitants font face à des problèmes graves, comme l'addiction à l'alcool, la toxicomanie et la violence domestique. C'est un monde à part. C'est une zone peu habitée. C'est un paysage à ciel ouvert, isolé, calme, et qui a parfois une atmosphère un peu désolée. On peut y rouler plusieurs heures sans jamais croiser une autre voiture sur la route. Le 17 avril, Steve Peterson est allé dans le Montana comme tous les mois pour passer voir plusieurs animaux qu'il avait placés dans un ranch. Sur le trajet vers le ranch, il y avait sur la route 212 une sortie qui l'amenait au nord où il pouvait faire une pause. Steve s'est garé à cet endroit précis le jour où il l'a découverte. C'était un coin éloigné de la route et peu visible. En baissant les yeux, il a vu une femme. Elle était nue. On l'avait sauvagement battue. Steve est retourné dans son véhicule prendre un sac de couchage. Son premier réflexe a été de l'envelopper dedans, de la faire monter à bord et d'aller chercher de l'aide. Mais elle était en tellement mauvais état qu'il n'a pas réussi à l'installer dans le pick-up. Steve a vu une voiture approcher et il a fait de grands signes au conducteur. Par chance, c'était un officier du Bureau des Affaires indiennes, le BAI. C'est là que l'officier Cottingham a aperçu Lynn allongée par terre. J'ai eu 3 enfants. Ma fille cadette s'appelait Roylene Ride Horse, mais on l'a surnommée tous Lynn. Elle avait un très beau sourire. C'était une belle personne, dans tous les sens du terme. On a grandi ensemble, et on avait souvent l'impression d'être 2 sœurs. Roylene était très conciliante. Elle aimait se faire de nouveaux amis, et elle voulait être aimée. Lynn voulait être infirmière en néonatologie. Elle adorait les bébés. Elle voulait aller à l'université. Mais elle a rencontré Eric. Lynn était très heureuse après avoir rencontré Eric. Elle pensait avoir trouvé l'homme de sa vie. Quand je l'ai vu, il était très calme. Je n'avais pas l'impression qu'il correspondait à ma cousine, mais Lynn voulait aimer quelqu'un, et elle voulait être aimée en retour. Lynn est tombée enceinte en 2013. Elle était très heureuse.
Eric travaillait à la mine de Cold Strip. Un jour, ma cousine a dit qu'Eric et elle avaient trouvé une maison. Une grande maison. Ils comptaient la louer et y emménager peu après. Elle était heureuse au début. Mais la relation de Lynn et Eric était assez compliquée. Eric était jaloux. Il la contrôlait. Il avait toujours quelque chose à redire lorsque Lynn faisait quelque chose. Il y avait des hauts et des bas. Ils avaient des désaccords et des disputes. Et ça s'arrangeait ensuite. Mais ça a dégénéré progressivement. Lynn a commencé à changer. Elle me repoussait, mais j'ai fait de mon mieux pour lui parler. Mom, sit. I am. Stop cleaning. I got it. I got it. Did you cut yourself? Yeah, pregnancy brain. Where did you cut yourself? J'ai regardé et elle avait un énorme bleu sur le bras. J'ai demandé ce qui était arrivé, mais elle n'a pas répondu. Je savais qu'Eric l'avait frappée. Je lui ai dit qu'elle devait partir tout de suite et venir avec moi. Elle a refusé. Lynn a insisté pour rester là-bas. Elle avait peur d'Eric. Lynn ne savait pas comment faire face à cette situation. On l'a encouragée à partir. On lui a dit que ce n'était pas normal de subir ce genre de violence. Je pense que Lynn est restée avec Eric parce qu'elle l'aimait sincèrement et qu'il comptait pour elle. Elle avait foi en lui. Lynn croyait qu'il n'était pas lui-même et qu'il changerait. Lynn et Eric sont venus un week-end chez nous. Un soir, elle est entrée dans la cuisine et j'ai revu des bleus sur son corps. J'ai demandé si Eric lui avait fait ça, et là encore, elle n'a pas répondu. Elle n'a rien dit. Lynn et Eric comptaient partir ailleurs le lendemain, alors j'ai dit à ma fille de rester ici, de ne pas y aller. Elle était silencieuse. On est toutes les deux retournées dans notre chambre. Le lendemain, on espérait que Lynn resterait à la maison avec le bébé. Mais ils sont partis. Eric, le bébé et elle. J'ai appelé Lynn sur son portable. Je tombais toujours sur le répondeur. J'ai laissé plusieurs messages, rien. Elle ne rappelait pas. J'avais un mauvais pressentiment. Je sentais que Lynn avait des ennuis. Et je n'aimais pas ça du tout. La nuit est tombée. Je n'arrivais pas à dormir. Alors j'ai prié. J'ai demandé à Dieu de ramener Lynn et son enfant à la maison. On était réunis en salle de presse quand on a appris qu'une femme avait été retrouvée dans un état grave à Castle Rock Road. Il n'y avait aucun indice à l'endroit où elle avait été trouvée, mais elle était toujours vivante. La victime a pu dire au bureau des affaires indiennes qu'elle était au Killfeather Saloon la veille au soir avec son petit ami. L'officier Cottingham s'est donc rendu au bar pour obtenir les images de vidéosurveillance.
Boss. I'm Agent Cottingham. I'm investigating an attack on a young woman. According to what she told us, she was here last night. We working? Nope. Do you know who was? Nope. Is there anybody else here I could talk to? Nope. That camera work? Agent Cottingham a demandé au propriétaire de télécharger les images de la veille au soir de la caméra qui se trouvait à l'intérieur. What's the problem? It's not working. And why not? Dunno. Guess I'll have to call the company. How long will that take? Well, there's a phone. Go ahead and call. I'll wait. Thank you. Tandis que l'employé essayait de résoudre les problèmes techniques, Cottingham est allé parler au client du bar. Il a découvert que Roylene et Eric s'étaient disputés la veille au soir. Roylene était bouleversée et elle pleurait. La police s'est alors demandé où était passé son petit ami, Eric. J'étais partie voir ma mère et ma sœur. Vers 17 h, mon téléphone a sonné. C'était la police. Elle disait être chez moi et que je devais rentrer tout de suite. J'ai raccroché sans rien dire. Et je n'en ai pas parlé à ma mère et à ma sœur. Je suis partie. Quand je suis arrivée chez moi, la police était déjà dans la salle à manger. Why don't you have a seat? Les policiers m'ont dit avoir trouvé Lynn. Elle avait été transportée à l'hôpital de Salt Lake City. J'étais très choquée. Je ne savais pas à quoi penser. Ma mère était chez moi. Elle jouait avec les enfants dans la salle à manger quand elle a reçu un appel et elle s'est mise à crier. J'ai couru vers elle et ma mère m'a annoncé qu'il était arrivé quelque chose de grave à Roylene. Vu ce que Lynn avait subi, on se demandait où étaient Eric et leur bébé. Il y a eu une alerte enlèvement pour retrouver leur enfant. Je n'arrivais pas à y croire. C'était un cauchemar dont je voulais me réveiller, vraiment. On a tout de suite pensé que c'était Eric qui avait fait ça. On était tous chez ma tante Ernestine et on priait pour Roylene. Et à un moment où on était tous réunis, le téléphone a sonné. C'était Eric. Eric a dit qu'il allait venir et tirer sur la maison. Il a dit « J'arrive chez vous et je vais tous vous tuer ». Mon oncle a appelé les autorités. Les policiers ont trouvé Eric barricadé chez lui avec son enfant. Eric, drop the gun! Get off my property! Or I'll start shooting! You hear me? Go! Now! Je pense qu'Eric est resté enfermé dans cette maison pendant 5 ou 6 heures. On a rejoint les policiers et on a attendu.
Les secours se sont rendus à Castle Rock Road et ils ont pu transporter Lynn jusqu'à un hôpital à Crow Agency. Sur place, elle a été examinée par un médecin urgentiste. Il a constaté qu'elle avait de graves blessures. Le médecin qui s'est occupé d'elle a essayé plusieurs techniques pour lui sauver la vie et stabiliser l'état de Lynn, mais elle était dans un état trop grave pour qu'il puisse l'aider là où il était. Il a appelé l'hôpital de l'université d'Utah et ils ont décidé d'affréter un vol pour venir chercher Lynn et l'amener à Salt Lake City pour la soigner. Quand on est arrivé à Salt Lake City, son médecin nous a dit qu'elle avait perdu beaucoup de sang. Ses reins ne fonctionnaient plus. Et Lynn était sous dialyse. Elle était rattachée à toutes sortes de machines. Roylene n'a pas seulement été battue, elle a aussi été brûlée. Celui qui l'a agressée a versé de l'essence sur son corps. Lynn a respiré le combustible. Alors quand elle a pris feu, l'intérieur de sa bouche et sa gorge ont également été brûlés. Lynn a été brûlée au 2e et au 3e degré sur plus de 45% de son corps. Ces brûlures étaient sévères, mais elles ont été aggravées à cause du contraste avec les températures extérieures. Il faisait froid cette nuit-là, dans les -6 degrés. Le froid extérieur a aggravé les brûlures de Roylene, mais il a également créé des engelures sur ses jambes. Lynn était dans un état extrêmement grave. Mon mari est allé la voir dans sa chambre et quand il est sorti, il n'a rien dit. Il était silencieux. Il n'a pas dit comment allait Lynn. Et je n'ai pas demandé. J'ai refusé d'entrer dans sa chambre. Je suis restée dans la salle d'attente et j'ai prié. J'ai prié pour être forte. Pourquoi quelqu'un ferait une chose pareille? Pourquoi l'agresser, elle? J'avais beaucoup de questions sans réponse. La police a enquêté sur Eric. Elle a fouillé sa voiture, mais elle n'a rien trouvé à l'intérieur qui appartienne à Lynn. Ils n'ont rien trouvé d'elle à l'intérieur. Pas d'ADN, rien du tout. Comment c'était possible? Lynn conduisait cette voiture. Il se la partageait. On s'est dit qu'Eric avait nettoyé entièrement la voiture et qu'il n'avait laissé aucune trace. Les enquêteurs l'ont interrogé. Ils s'attendaient sûrement à ce qu'Eric raconte ce qui était arrivé. Where were you 2 nights ago, Eric? I went to a restaurant with my girlfriend. We had a couple drinks. To Killfeather Saloon. Where else can I go around here? You know, your attitude's not gonna help you. You're already looking at attempted murder here. Attempted murder? Is that what that bitch said? I tried to kill her? Come on, man. Look, I'll be honest. I've put my hands on her before. I have. Okay? I never tried to kill her. Ever. So you were with her at the Killfeather Saloon? Yeah. And then you got into an argument, and you drug her out to that gravel road and you lit her on fire. What I want to know is between there and the restaurant... What did you just say? It's not over for you yet, okay? If you help me, maybe you can get a plea deal out of this. Did you get into an argument? Maybe she said something, she mouthed off and rubbed you the wrong way. No, wait! And then you wanted to shut her up for good. Wait! What do you mean? Lit her on fire? Where is she? Eric, listen to me! You don't get a second chance. Where is Roylene? What happened to her? Tell me, is she okay?
C'était une enquête très difficile pour la police durant les premiers jours, parce que Roy Lynn a été trouvé dans une zone isolée et reculée. Il n'était pas en ville, où il y a des caméras en haut des feux de circulation. C'était une zone à ciel ouvert, dans la campagne du Montana. La police manquait cruellement de preuves. Elle ne connaissait pas le mobile et elle faisait face à énormément d'inconnus. Les enquêteurs avaient beaucoup de questions à poser, mais ils ne savaient pas encore à qui s'adresser. On ne savait pas où il était. Quand on lui a rendu sa voiture, Eric est parti. Sa mère habitait en Arizona. Et je crois qu'il est parti là-bas. On a essayé d'obtenir plus d'informations auprès des enquêteurs parce qu'on n'avait aucune nouvelle à son sujet. On ne savait pas grand-chose. On n'a eu aucune nouvelle d'Eric. Mais on pensait toujours qu'il était coupable parce qu'il avait emmené Lynn au bar. La réserve jouit d'une certaine indépendance, mais elle se situe sur des terres fédérales qui dépendent du gouvernement. Des agents du FBI travaillaient main dans la main avec le Bureau des Affaires indiennes et parfois même aussi avec la police tribale. Ils ont enquêté davantage et déterminé qu'Eric n'avait rien à voir avec la disparition de Lynn. Eric a été innocenté, il n'était pas impliqué dans cette affaire. Quand je suis allée dans l'Utah la première fois pour voir Lynn, ça a été dur. Elle était brûlée partout. Je me demandais si c'était vraiment elle. J'étais là dans sa chambre d'hôpital et je pleurais encore et encore. Je pleurais. On avait tous foi en elle et on pensait qu'elle irait mieux et qu'elle rentrerait à la maison. Des proches sont venus, mais ils ont fini par rentrer dans le Montana. Ils avaient un travail et leur propre famille. Mon mari devait rentrer et retourner au boulot aussi. Il a dit qu'il reviendrait plus tard. J'étais toute seule, à l'unité des Grands Brûlés de Salt Lake City. J'étais seule dans la salle d'attente. Je n'arrivais pas à entrer. Son médecin est sorti pour me dire que Lynn avait peur. Et c'est ce qui m'a décidé à aller la voir. J'ai fermé les yeux et je me suis avancée vers elle. Je lui ai dit que j'étais là. Mes yeux étaient fermés. J'ai dit à Lynn que j'étais là. Je lui ai dit que j'étais près d'elle. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu les siens. Son visage était brûlé. Elle n'avait plus de nez ni de lèvres. Et ses yeux... Roy Lynn avait beaucoup de mal à voir. Elle était pratiquement devenue aveugle. On ne la reconnaissait pas. J'ai demandé aux infirmières de mettre du gospel. Les pieds de Lynn bougeaient avec la musique. Je parlais à Lynn et je faisais de mon mieux pour ne pas pleurer devant elle et pour que ma voix ne tremble pas quand je parlais. Je faisais de mon mieux pour être forte. Roy Lynn enchaînait les opérations. 3 fois par jour. Elle avait des engelures aux genoux et aux pieds.
Lynn avait beaucoup de fièvre et les médecins me disaient que c'était dû aux engelures. Alors, ils ont apporté des papiers, j'ai signé et elle est partie. Quand elle est revenue, Lynn n'avait plus de pieds. Je pleurais. C'était tellement dur. La police n'avait que les images de vidéosurveillance du bar. Une fois que les problèmes techniques ont été réglés, les enquêteurs ont regardé l'enregistrement. Ils se sont rendus compte qu'il y avait bien une autre personne à interroger qui pourrait les aider à comprendre ce qui était arrivé à Lynn. Ils ont suivi une piste complètement différente. Just a second. Let me cue it up. Les enquêteurs ont visionné les images de vidéosurveillance. Ils ont pu observer ce qu'il s'était passé précisément au Killfeather Saloon ce soir-là. La police a vu qu'Eric et Lynn s'étaient bien disputés. Stay. Eric était parti. Dans la vidéo, on voit Lynn pleurer. Elle a demandé autour d'elle si quelqu'un pouvait la ramener. When does she leave? Who are these two? I don't know who that woman is. Les officiers de police ont identifié Frank. Il était dans le bar au même moment que Lynn. Les enquêteurs voulaient lui parler pour voir quel avait été son rôle dans la disparition de Roy Lynn et le fait qu'elle ait été trouvée sur Castle Rock Road. Frank a affirmé que ce n'était pas lui sur les images de vidéosurveillance, mais son frère DiMarzio. La police a retrouvé DiMarzio. Il était déjà en garde à vue pour une autre affaire. Les enquêteurs savaient qu'ils devaient lui parler pour en savoir davantage sur ce qui était arrivé à Lynn. Il a nié s'être rendu là-bas. Mais quand il a su qu'il avait été filmé par une caméra de vidéosurveillance, DiMarzio a fini par avouer qu'il avait ramené Lynn et qu'il l'avait conduite jusqu'à un parc pour mobile home. La dernière fois qu'il l'avait vue, elle marchait vers le parc. Il est parti à ce moment-là. Where did you say that trailer park was again? I don't know. It was dark. I was drinking. So who were you with then? Maybe they remember. No, you don't have to say anything if you don't want to, DiMarzio. Should have enough for an arrest. You're gonna arrest me for giving a girl a ride? What about your girlfriend? What was her name again? Angelica, right? What's her last name? Whiteman. Angelica Whiteman. Tandis qu'ils interrogeaient DiMarzio, les enquêteurs ont découvert qu'Angelica Whiteman était également dans la voiture avec Lynn. Ils sont partis à sa recherche, mais c'était comme si Angelica s'était évanouie dans la nature. Elle était introuvable. Quand la police tenait la famille au courant des progrès de l'enquête, elle ne disait pas grand-chose. Le peu d'informations qu'elle nous communiquait, c'était toujours... Les enquêteurs cherchaient encore et toujours les responsables. Ils poursuivaient les recherches et l'enquête suivait son cours.
La jeune femme s'est rapidement mise à raconter ce qu'il s'était passé de son point de vue cette nuit-là. Ce soir-là, au saloon, DiMarzio et Angelica pariaient et buvaient au bar. Angelica a affirmé avoir vu Lynn dans le saloon. Elle pleurait. Keep it. Angelica, let's go. Hey, do you think I could get a ride? Where are you headed? Crow Agency. Where are you guys headed? Cheyenne. But we don't mind the drive. Right, Dee? Nope. Frank, le frère de DiMarzio, était à l'extérieur du bar. Angelica a dit qu'ils ont quitté le bar et sont partis en voiture. Pour autant qu'on sache, Lynn n'avait jamais rencontré Angelica, DiMarzio ou Frank avant. C'était des inconnus pour Roy Lynn. Elle leur a fait confiance et elle espérait qu'il la ramènerait chez elle. Et c'est à partir de là que l'horreur a commencé. Comment peut-on envisager qu'une personne puisse faire ça à un autre être humain? Frank a dit que Lynn s'était simplement évanouie, alors il savait qu'elle était encore en vie. Frank Sanchez est celui qui a déshabillé Roy Lynn. DiMarzio lui a dit d'aller chercher un bidon d'essence dans le coffre de la voiture. Et ensuite, Angelica a affirmé avoir vu DiMarzio verser de l'essence sur Roy Lynn. On ne sait pas qui a jeté l'allumette sur elle. D'après Angelica, DiMarzio a couru vers la voiture, il est monté côté conducteur et s'est enfui. Il a dit aux autres de ne pas regarder. Ils ont tous les trois quitté les lieux en regardant les flammes dans le rétroviseur. Quand la police a demandé pourquoi ils avaient fait ça, Angelica n'a pas su l'expliquer, mais elle disait d'avoir agi sous le coup de l'alcool. Ils avaient tous bu ce soir-là. Toutes les personnes présentes à bord étaient à différents degrés d'ébriété. Ça explique sûrement pourquoi la situation a dérapé et pourquoi c'est allé aussi loin. Le plus difficile pour les enquêteurs, c'était de découvrir la vérité sur ce qui était arrivé à Lynn et de savoir précisément qui avait fait quoi. Les suspects avaient peur. Ils mentaient pour se protéger et sauver leur peau. Alors il y avait plusieurs zones d'ombre. Aujourd'hui encore, les enquêteurs ont des incertitudes quant au déroulement des faits. La police a dit que Lynn avait marché presque 5 km pour chercher de l'aide. Elle est restée sur le bas-côté de la route pendant 14 heures avant d'être retrouvée par un agriculteur. Elle a souffert. C'est dur de penser à ce qu'elle a subi.
Je suis allée là où ils l'ont trouvé. Je me souviens m'être rendue là-bas et avoir prié. J'ai regardé autour de moi. J'étais debout et j'ai prié pour Lynn, alors que mon mari était à côté de moi. Je voulais aller voir sur place, non pas pour tourner la page, mais parce que je voulais voir de mes propres yeux où elle avait été. C'était un endroit sombre, entouré par les collines. Quand je pense qu'elle était brûlée au 3e degré et qu'elle est restée là-bas pendant 14 heures, ça me rend folle. Je ne comprends pas qu'une chose pareille lui soit arrivée. Quand je pense à la gravité de ce qu'ils ont fait, leurs agissements me dépassent complètement. Comment peut-on envisager qu'ils aient fait ça à quelqu'un? Comment ils ont pu lui faire autant de mal alors qu'elle voulait seulement rentrer chez elle? Lynn s'est battue pour rester en vie. Mais son corps ne pouvait plus endurer une telle souffrance. Son médecin est venu pour me dire qu'elle allait mourir. Je suis entrée dans sa chambre. J'ai dit à ma fille que tout irait bien. Que si elle n'avait pas peur, je n'aurais pas peur non plus. Je lui ai dit de se laisser partir. Lynn a dit d'accord et des larmes coulaient sur ses joues. J'ai dit que ça irait pour nous. Et j'ai dit à Lynn que tout irait bien pour elle aussi. C'est à ce moment-là qu'elle s'est éteinte. En 2016, un rapport a été publié et il disait que plus de 5700 femmes et filles indigènes avaient été portées disparues et assassinées aux États-Unis. On a aussi découvert, grâce à une étude du département de la justice, qu'il y a 10 fois plus de femmes amérindiennes tuées comparé à la moyenne nationale. Et ça me dépasse parce qu'en termes de population, les réserves indiennes n'ont absolument rien à voir avec les métropoles américaines. Quand on entend ça, on prend conscience et on réalise pleinement la détresse dans laquelle ces femmes vivent et leur vulnérabilité au sein des réserves. Il n'y a aucune justice. Pour moi, la justice n'a pas été rendue parce que Lynn n'est plus là et qu'elle ne reviendra pas. Tout ce qu'elle voulait, c'était être aimée. Et maintenant, elle n'est plus là. Lynn vit toujours dans nos cœurs. On ne l'oubliera jamais. Elle ne reviendra pas ici, mais je sais qu'un jour on la rejoindra. On sera réunis.
C'est l'espoir qu'il nous reste.